Cette semaine, bonne nouvelle, le permis de conduire coûtera 100 $ de moins l'an prochain. Les pétrolières seraient les grands responsables de l'augmentation du coût de la vie. Et cette semaine, nous sommes allés visiter Saint-Cuthbert dans le cadre de la tournée des municipalités. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 20 novembre 2023. Oui, c'est une bonne nouvelle. Le permis de conduire coûtera 100 $ de moins l'an prochain. Le gouvernement Legault a annoncé la semaine dernière une remise de 600 millions de dollars aux automobilistes québécois, qui se traduira par l'annulation de la contribution d'assurance liée au permis. Cette mesure se concrétisera par une économie de 101,55 $ pour les titulaires d'un permis de classe 5 lors du paiement de celui-ci en 2024. Le coût du permis sera donc réduit à 25,50 $ l'an prochain au lieu de 127 $. Les détenteurs de permis de classe 6 pour la moto sont aussi touchés par la mesure et sauveront 186,50 $. Il s'agit de la troisième année de suite où les utilisateurs de la route pourront esquiver le paiement en entier de leur permis. On indique que la baisse d'incidents sur les routes lors de la pandémie a occasionné un surplus d'argent de 700 millions dans le fonds d'assurance automobile, ce qui permet à nouveau la réduction sur le paiement. Prendre note que le calcul est effectué pour un conducteur qui n'a aucun point d'inaptitude à son dossier. Nous avons reçu un dépliant à la maison du député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, qui nous faisait part, selon lui, que les vrais responsables de la hausse du coût de la vie étaient les pétrolières. J'ai eu le plaisir de le recevoir ici en studio pour nous parler de ces milliards que les compagnies pétrolières se mettent dans les poches, de la taxe carbone aussi et de son intention derrière cette campagne de communication. On l'écoute. En fait, c'est pour défaire un peu le populisme conservateur qu'on entend à répétition, là. On est dans une phase politique assez difficile, je vous dirais, au Parlement fédéral, où on entend des mensonges toute la journée, carrément, où les gens vont crier que le Bloc a voté la taxe carbone fédérale, alors que ça n'a aucun rapport. Et on invente une deuxième taxe carbone, parce que faut savoir que la taxe carbone fédérale, une petite explication rapide, là, c'est une mesure fédérale qui a été prise pour les provinces où il n'y avait pas de mesure pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, le Québec n'est pas touché par ça, parce que le Québec était déjà dans la bourse du carbone avec la Californie. OK. Donc, ça, c'est le premier mythe à défaire. Ça ne touche pas le Québec, cette taxe-là. Puis le deuxième mythe, c'est quand les conservateurs parlent d'une deuxième taxe carbone, ils font référence à un règlement. Un règlement, c'est pas une loi, c'est quelque chose qui est adopté par le gouvernement directement, sans passer par le Parlement. Donc, on n'a jamais voté pour ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce règlement-là demande des émissions des gaz à effet de serre des producteurs de pétrole d'ici 2030. Et le Québec a déjà un règlement beaucoup plus sévère que celui-là. Donc, lui non plus, en fait, il n'y a aucun impact sur le Québec. Donc, notre campagne de communication, c'est un peu pour expliquer puis identifier les vraies choses. C'est plus que 83 milliards de dollars qu'on va donner aux pétrolières dans les prochaines années en subvention pour les aider à polluer moins, pour les aider à décontaminer certains sites, alors qu'eux, ils font des profits records. Bien, comment on peut arriver à ça, d'investir 83 milliards de dollars quand ils en font déjà 200 milliards? Bien, c'est le non-sens canadien, je vous dirais. Le Canada est un pays pétrolier, puis il a l'intention de fournir, vous savez qu'il y a Trans Mountain, là, qui est de propriété fédérale, qui est un fiasco financier total. Je me souviens plus combien de milliards, mais c'est hallucinant les dépassements de coûts qu'il y a là. Et c'est pour exporter le sable bitumineux de l'Ouest canadien en Asie, puis faire des profits avec ça. Mais c'est les pétrolières qui font les profits. Quand on entend des provinces comme l'Alberta crier haut et fort là, que la péréquation, ça donne bien pas de bon sens. Premièrement, la péréquation, on a payé une grosse partie avant. Si on ne l'avait pas, on serait mieux parce qu'on pourrait investir là où on veut. Puis deuxièmement, eux, juste en redevance des compagnies pétrolières, c'est ce qui leur permet de ne pas charger d'impôts presque à leurs citoyens. Je lui ai également demandé si cette hausse du coût de la vie va finir par s'estomper un peu afin que les gens puissent finir par respirer. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet.
Honnêtement, c'est en train de ralentir, là. C'est en train de se régulariser. Par contre, je suis désolé, mais je pense pas qu'on va revenir au prix d'avant la pandémie. Donc, ça va se stabiliser bientôt. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'augmenter, entre autres, le jeu du marché dans les endroits clés. Je pense, entre autres, à l'épicerie. Donc, au Comité permanent de l'agriculture agroalimentaire, on a reçu les 5 PDG des grandes entreprises de l'épicerie. Puis ce qu'on constate dans ce marché-là, c'est que c'est un oligopole. Il y a 5 grands marchands qui contrôlent 80 du marché. Donc, même s'ils prétendent que ce n'est pas un oligopole puis qu'ils ne se parlent pas pour fixer leur prix, je donne un exemple très concret, ils ont quand même, tout le monde, retiré les primes COVID à la fin de la période de COVID, tout le monde en même temps. Alors, on regarde ça de l'extérieur, on dit ça se peut pas, ils se sont parlé. S'ils ne se parlent pas, ils se regardent souvent. Puis ils ont des opérations de surveiller les prix de l'autre, puis ainsi de suite. Fait que, mais il y a une inflation qui est trop importante en épicerie par rapport au reste. Même si le Québec et le Canada s'en tirent bien au niveau du G7, au niveau international, on est un des pays qui en a moins d'inflation. Ça va peut-être surprendre les gens de l'apprendre, mais on y travaille quand même. On travaille là-dessus au quotidien, mais c'est pas facile. Puis on essaie de limiter cette inflation-là. Il faut comprendre que c'est les entreprises privées aussi. On ne peut pas dicter des prix. 50 millions pour les médias de l'information. Du côté d'Ottawa, on ne semble pas vouloir aller de l'avant avec cette proposition. Alors, je lui ai demandé ce que lui en pensait. Ottawa, les libéraux, là, il arrive un problème. Puis là, ils font « Ah, ça va peut-être passer tout seul. » Puis attends. Honnêtement, depuis 4 ans, sans pansement, c'est l'impression, je ne veux pas faire trop simplifié, mais c'est à peu près tout le temps ça qui se passe. Puis ça prend, il y a un temps de réaction qui est très lent. Là, on est devant une crise importante. On a voté un projet de loi qui dit aux entreprises électroniques, là, Meta, Google, vous utilisez le contenu de nos médias locaux sur vos plateformes, puis vous ne payez rien pour ça. Ces gens-là, ils ont travaillé pour le faire, puis ils n'ont pas de revenus parce que les entreprises, puis même les gouvernements, mettent maintenant leur publicité sur Facebook. Et pas dans les journaux régionaux, pas dans les télés communautaires ou télé régionales. Puis qu'ils peuvent cibler leurs trucs. La technologie permet, mais ça a un effet pervers que nos médias n'ont plus de revenus. Puis à un moment donné, il faut que nos journalistes payent le loyer à la fin du mois aussi. Ça prend une action d'urgence. Fait que nous, on s'est assis, puis on a dit, on est un parti d'opposition, mais qui fait des propositions. Puis on essaie d'être intelligent. On dit là, le gouvernement doit débloquer 50 millions. Sur le budget fédéral, 50 millions, c'est pas grand-chose. C'est un gros chiffre pour les gens à la maison. Là, mais... Donc, on est capable de débloquer ça rapidement, là, puis d'assurer que là, on n'ait plus de coupure puis de fermeture le temps qu'on finisse le travail de négociation avec Meta et Google, puis qu'on voit c'est quoi la formule finale. Puis ça prend un soutien à nos médias, parce que sinon, on n'en aura plus. Puis ça va être quoi l'information régionale? Ça va être votre troisième voisin qui va mettre quelque chose sur Facebook? Écoutez, je vous pose la question, parce que vous dites que, puis c'est sûr que les nouvelles régionales, c'est important. Oui. Vous savez qu'au Québec, il y a quand même au moins au-dessus d'une 50aine de télévisions communautaires qui propagent la nouvelle aussi, puis qui font des bulletins de nouvelles et ainsi de suite. Puis ces gens-là, ces télévisions-là ont très, très, très peu de moyens. Oui, on est dans une actuellement. Là. On est dans une actuellement. Beaucoup de gens qui travaillent dans les télévisions communautaires sont bénévoles. Qu'est-ce qu'on dirait d'inclure ces gens-là dans votre 50 millions? En fait, ils doivent l'être. Ils doivent l'être dans la proportion qu'ils représentent dans le marché. Puis dans C-18, on prévoyait des mécanismes de discussion. Puis l'idée, c'est de... Le C-18, là, le projet de loi qui est en boycott actuellement, là, ça prévoyait que les médias, les compagnies du numérique là, paient des redevances quand ils utilisent du contenu, puis qu'on forme des consortiums de médias, là, que les médias se regroupent ensemble, puis que vous ayez un pouvoir de négociation. Puis il faut absolument que les télécommunautaires soient représentés là-dedans. D'ailleurs, mes télécommunautaires m'avaient fait des représentations là-dessus il y a quelques années, puis on inclut ça là, dans nos projets au Bloc. Des travaux effectués à Montréal pourraient bientôt rendre les tumeurs cancéreuses encore plus vulnérables aux attaques du système immunitaire. Le docteur André Veillette et ses collègues de l'Institut de recherche clinique de Montréal, l'IRCM, ont ainsi mis au point un tout nouvel anticorps qui permet à certaines cellules du système immunitaire de repérer et de détruire des cellules cancéreuses. Cette découverte s'inscrit dans la lignée des travaux d'autres chercheurs, dont certains qui ont été récompensés d'un prix Nobel et qui ont fait de l'immunothérapie
le développement le plus révolutionnaire et le plus prometteur à survivre dans le domaine de la lutte contre le cancer au cours des 15 ou 20 dernières années. Le docteur Veillette rappelle que ce ne sont pas pour le moment tous les cancers et tous les patients qui peuvent être soignés par l'immunothérapie, d'où la nécessité de poursuivre les travaux pour identifier de nouvelles manières d'inciter le système immunitaire à aller attaquer et détruire les cellules cancéreuses. C'est dans ce contexte que le docteur Veillette et son équipe se sont intéressés aux macrophages. Ce sont des cellules du système immunitaire qui sont non seulement capables de bouffer les cellules problématiques, a dit le chercheur, mais aussi d'appeler d'autres cellules immunitaires en renfort. Les chercheurs de l'IRCM ont éventuellement mis au point un nouvel anticorps, le Z10, qui démasque une molécule à la surface des tumeurs cancéreuses, les rendant par le fait même plus reconnaissables par les macrophages. Lors de tests effectués sur des souris, l'anticorps Z10 utilisé en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle, ce sont des médicaments qui permettent au système immunitaire d'attaquer le cancer, eh bien, cela a engendré la disparition presque complète des tumeurs. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, réussirons-nous à enrayer le cancer complètement. Le Grand chantier pour les familles est un plan d'action qui a été mis en place par le gouvernement du Québec pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. En 2022, le gouvernement s'est engagé à convertir 56 500 places non subventionnées en places subventionnées. La conversion de ces places permet une plus grande équité financière entre les familles du Québec en réduisant le coût à 8,85 $. En contexte d'inflation, bien cela représente plus d'argent dans les poches des familles québécoises. La députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, sont heureuses d'annoncer que 80 places non subventionnées seront converties en places subventionnées à la garderie Rouge Coccinelle de Berthierville. Parmi celles-ci, eh bien, 15 places sont réservées aux poupons et seront converties d'ici le 31 mars 2024. On écoute Mme Suzanne Roy ainsi que Mme Caroline Proulx nous parler de cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle aujourd'hui, il se passe quelque chose d'important. Hein? On a pris la décision il y a 2 ans de faire le grand chantier. Donc, de dire on veut compléter le réseau des services de garde éducatifs au Québec pour prendre soin de ce qu'on a de plus précieux, nos tout-petits. Et là, dans le cadre de cette grande opération, évidemment, il y a la création de nouvelles places, puis il y a aussi la conversion de garderies non subventionnées en garderies subventionnées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les enfants de Berthier vont avoir des plus beaux cadeaux de Noël cette année. Hein? C'est-tu assez le fun? Ça veut dire qu'on transforme des places à 8,85 $ par jour, en pleine période d'inflation. C'est important pour les familles. Ça fait une grosse différence. C'est ici, à Berthier, 80 familles dont, effectivement, on va avoir un peu plus d'air dans un contexte économique pas facile. C'est 355 familles dans la Naudière, puis c'est 5000 familles dans tout le Québec. Alors ça, c'est du jamais vu depuis la création du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, on est extrêmement fiers. D'ailleurs, ça avance, la mise en place du réseau. On a 21 500 places ouvertes, subventionnées, supplémentaires depuis le début du grand chantier. Alors ça, pour nous, c'est important. C'est des valeurs que nous avons à la CAQ, de s'assurer justement l'équité pour les familles, de pouvoir offrir des services de garde de qualité. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Rouge Coccinelle, parce que on a des services de qualité ici, puis en plus, ils vont être subventionnés.
Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Je l'adore, votre député. Ça faisait longtemps qu'on en parlait de ces conversions-là de places en garderie. Puis on le voit dans la Naudière, on est la deuxième région post-pandémique où il y a eu une proportion de gens qui ont quitté le Grand Centre pour s'établir dans la Naudière. La première région, c'est les Laurentides. La Naudière est la seconde. Puis je vous dirais, tout le territoire de la Naudière, pas juste au sud, près du fleuve, mais Saint-Jean-de-Matos où je suis, puis Saint-Félix, Saint-Michel, la Valtrie, on voit une explosion démographique s'amener là. Donc, il y avait une urgence de répondre et de déposer dans des appels à projets que le gouvernement dépose, passer la bonne nouvelle que vous pouvez déposer puis que ces conversions-là se font. Merci de l'avoir fait. Comme député de Berthier, ça me réjouit beaucoup que vous ayez embrassé ce virage-là puis de continuer d'accueillir tout plein de familles dans la Naudière parce que dans ce beau grand territoire-là, d'après moi, on n'aura jamais assez de monde dans la Naudière. Merci encore. Merci, Suzanne. Merci beaucoup. A pris également la parole pour exprimer à quel point il était heureux de cette bonne nouvelle. Bonsoir tout le monde. Je voulais me présenter, Joël Gosselin, propriétaire de la garderie éducative Rouge-Coccinelle. Je suis accompagné de ma conjointe aussi, directrice Karine Dubé. Je voulais aussi souligner la présence de Mme Roy, Mme Proulx. Merci d'être présente ce soir pour nous annoncer cette excellente nouvelle. C'est une super nouvelle d'être finalement subventionné à la garderie éducative Rouge-Coccinelle. Ça va changer la vie de beaucoup de familles dans la région. Ça va améliorer leur budget d'un côté positif. Merci à tous ceux qui ont participé de près et de loin à cet accomplissement. Et merci au gouvernement d'avoir accepté cette demande. On a réussi. Dans le cadre de la tournée des municipalités, je me suis arrêté à Saint-Cuthbert pour parler avec le maire, M. Richard Bellumeur, de ses réalisations au cours des derniers mois. Il a beaucoup travaillé cette année et il se dit prêt à s'attaquer à d'autres beaux projets à venir. On l'écoute. Nous sommes en tournée des municipalités et aujourd'hui, on fait un arrêt du côté de Saint-Cuthbert pour rencontrer le maire, M. Richard Bellumeur. Bonjour, M. Bellumeur. Bonjour, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vos réalisations passées lors de la dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans le coin de Saint-Cuthbert? Disons qu'à Saint-Cuthbert, on est une municipalité qui bouge quand même passablement. Puis j'ai préparé des petits mots, un petit aide-mémoire juste pour essayer de rien oublier parce qu'on a beaucoup de choses. Je suis allé un peu sur des différents volets. Du côté de l'administration générale, un bon achat qu'on a fait, c'est l'achat de la Caisse populaire. On va aménager nos bureaux administratifs là. Donc là, on est présentement en travaux. On espère entrer le plus tôt possible en 2024. Donc, c'est des beaux locaux qu'on va avoir aussi. Ce qui va libérer ici les locaux à l'emploi. Puis d'où fait partie de nos projets, réaménager les locaux actuels, réaménager la salle, réaménager la bibliothèque. Il y a beaucoup de découlants. Fait que ça fait partie de nos projets futurs. Pas nécessairement 2024, mais en partie, oui, mais c'est à plus long terme. Un bel achat qu'on a fait aussi, c'est l'installation d'une cantine de rue, un food truck. Oui. On n'avait pas de resto au village. Puis on a décidé, le conseil, d'investir là-dedans. Fait qu'on s'est acheté une cantine de rue. On s'est trouvé quelqu'un pour l'opérer, puis ça a marché. C'était un succès. Tout le monde sont contents. Fait que là, on regarde un autre volet, peut-être crème glacée ou autre, on verra. Mais disons qu'au village, ça a créé... Le but de ça, c'était carrément de créer un achalandage au village. Puis le but est atteint. Puis notre monde semble bien content de tout ce qu'on a entrepris de ce côté-là aussi. Bien sûr, on a la refonte de notre plan d'urbanisme qui avait besoin d'amour. Il datait de plusieurs années, donc on verra la suite des choses, mais on devrait finaliser ça en 2024. En tout cas, puis du côté volet activité et événements, on a rendez-vous au cœur du village. C'est un gros événement au mois de mai, pendant la fête des Patriotes. Disons qu'on crée toute la fin de semaine des kiosques, des activités. Comme de raison, on remémore un peu nos patriotes à Saint-Cuthbert. Donc, ça fait partie de notre culture à Saint-Cuthbert de faire cette activité-là aussi.
Par la bande aussi, on a aussi nos rendez-vous familiales qui ont lieu plus à l'automne. Disons qu'on veut axer ça familial à Saint-Cuthbert pour que tout le monde participe aussi. Aussi, par la bande, bien, on a nos activités, nos marchés publics qu'on joint à ça aussi. Puis on a 3 ou 4 durant l'année, durant l'été. Puis là, bien, bientôt, le 26 novembre, on a notre marché de Noël qu'on espère avoir grand public. Puis, ici, en plein cœur du village, j'imagine? Bien, ça va être à l'école. Okay. Ça va être à l'école, mais disons que ça fait la 2e année, là. Okay. Mais c'est un succès l'an passé, puis on espère que ça va fonctionner encore cette année. Ça devrait marcher aussi. La Guignolée, qui est organisée par Action Loisirs Saint-Cuthbert, puis j'en profite pour dire que l'Action Loisirs Saint-Cuthbert a créé un comptoir alimentaire, qu'on avait des besoins à Saint-Cuthbert. Ça faisait partie de mes intentions en début de mandat, puis c'était long, mais finalement, ça a abouti, puis on a un comptoir alimentaire à Saint-Cuthbert. Il faut s'occuper de tout le monde à Saint-Cuthbert. Effectivement. Ensuite de ça, bien, il y a eu un gros événement cet été, c'était un tournoi de pétanque, ce qui était au-delà de ce que les organisateurs pensaient. C'est organisé par Action Loisirs Saint-Cuthbert. Il y a eu plus de 100 équipes, 101 équipes. Wow. Puis c'était sur une journée. Par contre, l'an prochain, ils ont des gros projets. Ils veulent faire ça sur 3 jours. Puis on s'attend à avoir beaucoup de monde à Saint-Cuthbert. Donc, c'est organisé, accueillir ces personnes-là, essayer de voir ce qu'on peut faire. Puis nous autres, on va faire notre possible pour aider ceux qui veulent organiser ça aussi. C'est une belle visibilité pour la municipalité. Là. Oui, il y avait beaucoup de monde, puis même ces personnes-là qui s'en occupent, ils vont à l'extérieur. Puis, le monsieur de Saint-Cuthbert qui s'est occupé. Fait qu'on a mis Saint-Cuthbert un peu du côté pétanque, du moins. On a mis Saint-Cuthbert sur la map, c'est le cas de dire. C'est un bon début. Oui, c'est ça. Disons qu'on a créé un anneau de glace durant l'hiver. On avait notre patinoire, mais on n'avait pas d'anneau. Puis là, bien, l'anneau, c'est plus familial. Fait que là, bien, on va maintenir ça en bon an, mal an. C'est un succès. Puis des aires de glisse aussi pour les petits, mais aussi pour les grands. Fait qu'on va tout mettre ça à jour. Puis tout ça, ces activités-là, bien, ça dépend de nos bénévoles. Puis là, bientôt, justement, vendredi, on reçoit nos bénévoles, parce que sans bénévoles, on ne peut rien faire. Puis on a un bon regroupement de bénévoles à Saint-Cuthbert. On a les Amis de la Chicot, on a Action Loisirs Saint-Cuthbert, la FADOC, l'Âge d'Or. Là, j'espère de ne pas en oublier, mais on a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Donc, c'est notre façon à nous de remercier ces personnes-là pour tout ce qu'ils font durant l'année. C'est pas grand-chose, mais dans le fond, ces personnes-là, je pense, sont bien contents qu'on les reçoive. Puis là, bien, comme de raison, on va trouver un bénévole de l'année pour toutes les... À chaque année, on a un bénévole de l'année. Okay. Donc, c'est à suivre pour ça aussi. On a un volet environnemental. Donc, on a une politique environnementale qui est adoptée en 2021, mais qu'on met en place. Puis là-dessus, on a eu un sommet de toutes les municipalités de Lanaudière au printemps dernier. Puis le fait qu'on a une belle politique et une bonne politique, je suis fier à Saint-Cuthbert, on est en avance sur beaucoup de municipalités. Fait qu'on verra la suite des choses, mais on fait notre place du côté environnement. Puis là-dessus, bien, on a créé un bulletin vert qu'on appelle. Avec on a un comité consultatif qui produit ça régulièrement. Donc, on distribue ça à tout le monde avec des idées, des faits, avez-vous pensé à ou quoi. Fait que ces personnes-là, bien, sont là, puis pourquoi pas. C'est un bon moyen de renseigner la population. C'est ça. Tous les moyens sont bons, oui. Ça en est un. Ensuite de ça, bien, la réalisation du jardin permaculture. Dans notre PAC, on a une aire qui est assez grande, qui va avoir... on a fait la plantation. Quand je dis « on », c'est tout le monde. C'est chapeauté par les Amis de la Chicot. Des aires de plantation d'ail, de fraises, de fraisiers, de plantes. Donc, on parle d'un parc nourricier, finalement. Un parc nourricier. Là, il va y avoir des arbres à noix qui vont être plantés. Quand même une bonne grandeur. Dans cette terre-là, on a installé une classe verte qu'on appelle, une commandite de la Caisse populaire, que les cours de notre école primaire vont aller se donner là. Certains cours, on va descendre le Wi-Fi là. Wow. On a un bassin d'eau qui est aménagé pour toute l'air aussi. C'est juste sur le bord de la rivière. Ça va être super beau. Fait que c'est ça, on est fiers. C'est un des plus gros, sinon le plus gros projet permaculture au Québec. Donc, vous viendrez voir ça. Félicitations. Puis, parlez-moi, en terminant, des futurs projets là, qui s'en viennent pour la ville. Bien, c'est sûr que remodeler notre parc, ça nous tient à cœur. Disons qu'on a vu depuis 2-3 ans qu'on fait beaucoup d'activités, autant hiver, été, que là, qu'il faut
penser à réaménager ça. On a déjà fait affaire avec une firme pour voir dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on irait. Puis là, on est rendu là. Fait que là, bien, on va changer notre patinoire d'endroit. Notre terrain de tennis, il a beaucoup besoin d'amour. On va le modifier, on va changer l'emplacement. On va terrain de tennis. Là, la mode est au pickleball, donc on va probablement ajouter du pickleball aussi. C'est sûr que la patinoire, je pense pas qu'on aille avec le toit. Par contre, tout va être fait en fonction de recevoir un toit. Il faut se préparer. Les conditions climatiques, je pense qu'ils vont nous amener à avoir des infrastructures pour répondre à ça. Donc, ça fait partie de ça aussi. Bien, puis c'est sûr que là, notre achat de la Caisse populaire va nous emmener à donner de l'amour à notre salle actuellement. Ça fait partie de nos projets aussi. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Là, on est en train de préparer justement notre budget, que l'année passée, on n'a pas augmenté les taxes. On était un des seuls dans toute la municipalité. Mais c'est sûr que là, on n'a pas le choix. Là, tout augmente, mais on va essayer d'être dans le plus raisonnable possible. Bien, merci infiniment. Des beaux projets qui ont été réalisés, des beaux projets qui s'en viennent aussi. Et bien, moi, je tiens à vous remercier de la part de CTB-TV. Puis on va revenir vous voir probablement dans une couple de mois pour savoir comment ça se passe. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Ils disaient hors d'onde qu'ils allaient aussi moderniser leur système de filtration des eaux. Un autre beau projet qu'il a rajouté à sa liste déjà bien remplie. Les Loups ont malheureusement perdu leur dernière partie 6-3 contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion dimanche dernier à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. La partie avait bien démarré avec 2 buts pour les Loups en première période contre 0 pour les Hockey Experts. Mais par contre, l'adversaire a repris le contrôle assez rapidement avec 3 buts en deuxième période et 3 autres en troisième période contre seulement 1 but pour les Loups, terminant ainsi 6-3 pour le Hockey Expert. La prochaine partie des Loups aura lieu samedi prochain, le 25 novembre, contre les HC Crédit Oui de Mercier au Centre sportif Mercier. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission spéciale Point Virgule où je reçois, oui, M. Gilles Comeau pour le 40e anniversaire de CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.